ici. Voilà, donc j'ai mon dossier Storefront Child Project dans lequel nous on avait tout mis direct, hein. J'ai fait un dossier dev et on va faire un dossier app, enfin un dossier Storefront-child qu'on enverra en ligne et nous on va bosser juste sur le dossier dev. Donc pour ça, c'est un petit truc en plus que je vous montre. Certains peut-être l'ont déjà vu en vidéo sur les vidéos que j'avais fait précédemment. On va utiliser npm, enfin on va utiliser node, npm et gulp. Donc je préfère le mettre en place là-dessus, comme ça on est tranquille et si je refile le projet à Maxime pour faire du CSS, il sera tranquille avec ça. Donc je vais ouvrir un terminal là-dedans, dans le dossier Storefront Child Project. Voilà. Ça me permet de rentrer des lignes de commande. Par exemple, je peux vérifier la version de Node.js installée sur l'ordi. C'est la version 10.15.3. Ou la version, un autre utilitaire, npm 6.4.1. Bon. Node, qu'est-ce que c'est pour le faire rapide? C'est un serveur, un peu comme quand on avait installé XAMPP, qui fonctionne avec un serveur Apache, et après qui prend en compte le PHP et le MySQL. Là, Node, c'est un serveur en JavaScript. Donc j'ai installé Node.js sur mon ordi et je l'ai activé partout sur le disque dur pour que dans n'importe quel dossier, Node.js soit actif. Dans Node.js, il y a un truc qui s'appelle npm. Je vais vous le montrer de suite. Là. npm, c'est Node Package Manager. Ça permet d'aller installer des petits outils et des petits logiciels qui fonctionnent avec Node. Et les petits outils qui fonctionnent avec Node, c'est un peu comme des applis qui fonctionnent avec Windows. Sauf que tout ça, c'est à l'intérieur. Ces applications, donc on va voir ce qu'on va faire. Déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va euh, créer des fichiers automatiquement dans notre dossier projet pour dire qu'on utilise Node et npm. Donc on va faire npm init. Et en validant, voilà, ça c'est inclus dans Node et dans npm. J'ai une liste de questions. Donc le nom du package, c'est Storefront Child Project. La version 1.00. Là, je vais de toute façon tout valider. Je fais entrer. Et j'ai package.json qui s'est créé. Voilà. Avec quelques petites infos. Tout ça, c'est des fichiers techniques qui marchent surtout avec Node. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller installer des outils. Nous, on a besoin de Gulp. Donc, Gulp, il est là. Vous avez d'ailleurs sur GraphiCart des tutos là-dessus. Gulp, il va récupérer des types de fichiers, il va les mouliner à notre place, il va faire du boulot, les réécrire comme il faut, et il va sortir tout ce qu'il faut pour que ça soit lisible sur le site. Voilà. Dans Gulp, il permet d'avoir des plugins. Donc Gulp, c'est un outil qui permet de faire plein de choses sur un projet web, et dedans, il y a plein de plugins qui vont traiter le CSS, traiter le JS, traiter les images, traiter le serveur. Il y a plein de choses. C'est dans plugins ici qu'on peut le voir. Il y a plus de 4000 plugins. Et ils ont toute une petite utilité. Par exemple, gulp-image, il permet d'optimiser les fichiers PNG, JPEG, GIF et SVG avec une tâche précise. Donc, en gros, quand on va utiliser gulp, les PNG, JPEG, GIF et SVG qu'on a dans le dossier dev, ils vont être exportés vers le dossier final web, mais ils vont être optimisés si on utilise ce plugin. Et en fait, petit à petit, il y a un fichier exemple ici. Voilà. Ici, on va installer des plugins et on va les coder en JavaScript
de manière à ce qu'il fasse exactement ce qu'on veut. Si on veut optimiser juste les PNG, on va pouvoir rentrer une ligne en disant gulp image, optimise mes PNG. Et envoie-les dans tel ou tel dossier. Tout ça, on le programme pour que, à la fin, nous, ce qu'il va nous falloir là-dedans, en fait, c'est un nouveau fichier, un nouveau dossier, pardon, storefront-child, qui celui-là sera celui qu'on met en ligne. Mais l'avantage, c'est que dans Dev, on va pouvoir utiliser d'autres langages qui ne sont pas lus par le web. Et Gulp va faire le boulot de tout porter en mode web dans storefront-child. Donc pour ça, on reste sur la console, dans le terminal, hop, ici. Et on fait, donc via npm, install Gulp. Voilà. Donc là, je dis à npm de lancer une install de l'outil Gulp. Et le save dev, il me permet d'aller l'enregistrer aussi dans package.json, parce que le gros avantage d'un projet comme ça avec un package.json, c'est que c'est réinstallable sur d'autres machines. Tout ce qu'on va faire. Donc là, j'appuie sur Entrée. Et il va automatiquement télécharger toutes les dépendances, tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Il télécharge, il extrait. Ça va prendre une ou deux minutes. Il va aussi, en même temps, là on a un warning. Et il y a des tests de vulnérabilité. Est-ce qu'on a des failles critiques dans les plugins? Parce qu'il y a des choses qui sont parfois pas mises à jour. Maintenant que j'ai installé Gulp, je vais pouvoir aller créer un fichier gulpfile.js dans mon projet, à la racine de mon projet. Et c'est ce fichier gulpfile qui va être déclenché quand je lance Gulp. Et je vais vous montrer après comment on le lance. Il y a quelque chose d'autre qui s'est rajouté, hein. Il y a package-lock.json avec ici la liste de tous les petits morceaux de JS et toutes les fonctions, les plugins, etc. que le projet a besoin pour fonctionner. Donc quand on installe Gulp, sous-entendu en fait, on installe toutes ces petites dépendances là. Ça défile très vite, ça doit pixeliser, vous le voyez peut-être pas. Voilà, tout ça, il y a plus de je sais pas combien de dépendances, plein. Et à chaque fois qu'on va réinstaller d'autres plugins, ça peut être Gulp ou d'autres choses, on va rajouter aussi, dans Gulp est inclus la liste des dépendances dont il a besoin. Dans package.json, le fait d'avoir écrit ici dans la console le save dev a permis ici d'enregistrer Gulp. Et donc quand vous récupérez ce dossier chez vous, vous faites npm install. Ouais, je crois que c'est npm install. Et ou npm start, je sais plus. Non, mais c'est npm install. Ça va vous retélécharger tout ce qu'il faut d'un coup. Si on installe Gulp et 25 autres trucs, soit vous refaites tout à la main, soit ça a été bien fait et dans le package.json il y a les 25 autres trucs aussi. Et quand vous faites npm install, tout s'installe. C'est pour ça que c'est pratique dans la gestion entre les différents utilisateurs. Après, vous allez voir aussi pourquoi on le fait ça dans la gestion du code à l'intérieur. Alors, si je reprends le projet de le Gulp, on va s'appuyer sur le Gulp file que Maxime avait un peu modifié, celui qu'on avait fait avec le premier groupe. On a besoin de Gulp, donc c'est pour ça que j'ai fait npm install Gulp save dev. On a besoin de ces trois plugins supplémentaires. Donc on va aller faire npm install gulp-sas save dev. Pareil, ça va aller installer un petit plugin. Et je vous passerai les fichiers, c'est marqué en plus en commentaire. Pour pouvoir charger gulp-sas, il faut l'installer via la console. Installer gulp-sas via la console, npm install gulp-sas save dev, l'un ou l'autre. L'ordre n'a pas d'importance. Je dois installer gulp minify, donc ici je vais installer la liste des plugins, puisque là on n'a pas récupéré le package.json
de Maxime. On le fait à la main. Gulp minify. Toujours pareil, il va s'exécuter, télécharger les dépendances, sachant que petit à petit, à chaque fois qu'on installe un petit plugin comme ça, on augmente la taille du dossier node module. Il est énorme ce dossier. On va en parler juste après. Et npm install clean CSS qui va nettoyer le CSS. Enfin, qui nous permettra après d'aller nettoyer le CSS. J'ai installé toutes ces dépendances là. Maintenant, ce node module là, il y a tout ça de fichiers, de dossiers dedans. Surtout, faut jamais y toucher. Parce que si vous y touchez, vous cassez ce que vous avez téléchargé du web pour que tout fonctionne chez vous. Donc pour éviter d'y toucher, on va pouvoir, en faisant un clic droit sur Storefront Child Project, ouvrir Open Folder Settings, ouvrir les propriétés du dossier, et là-dedans, il y a possibilité d'aller supprimer ou de cacher des fichiers ou des dossiers. Les fichiers à exclure ici, c'est à moi de rentrer le pattern pour que ça fonctionne. On va regarder sur la notice les patterns. Oui, ouais, là. Alors, file exclude. Ici, on va tenter tout simplement et en bien écrit. Donc, on va cacher le dossier node module. Ça va pas marcher. On va tenter comme ça. Voilà. Là, il est caché. On va cacher du coup le dossier VS Code qui vient d'apparaître. Parce que ça, c'est les paramètres du coup du dossier. Hop, il se cache aussi. On va cacher package- c'est caché juste, hein. Ils ont pas été supprimés. Packagelog.json. Il est caché aussi. Et même, je vous dirais, pour éviter, mais là, pour vérifier, on va aller regarder. On pourrait cacher Storefront Child, qui est le rendu final, et on bosse que nous dans Dev. Et Storefront Child, on ira le prendre avec FileZilla ailleurs. Comme ça, on est sûr de ne pas modifier les fichiers au mauvais endroit. Voilà, on pourrait aller créer, pareil, un fichier readme.md, un fichier de lisez-moi, quoi, avec tout ce qu'on fait dans le projet. Surtout là-dedans, maintenant, on va aller créer le fichier gulpfile.js pour aller nous permettre d'aller faire du boulot là-dedans. Donc, nouveau fichier gulpfile.js. Ça sera en JavaScript dedans. Donc, ces fichiers-là, vous ne les codez pas à la main dès le début, de tête, comme ça. Vous allez récupérer des fichiers gulpfile et regarder comment c'est fait, et vous récupérez quelques lignes. C'est un peu comme si vous alliez faire un roman, non pas avec plein de mots pour faire des phrases, mais en prenant des phrases qui existent déjà dans des bouquins. Voilà, donc il y a plein de fichiers gulp file. Celui-là, il fait beaucoup plus que le nôtre, je zoome, puisqu'il a besoin de tout ça, de plugins pour fonctionner. Et ils ont tous une utilité particulière. Peut-être qu'on va installer quand même
autopréfixeur. Parce que là, il y en a des pas mal dans la liste. Il y a ImageMin aussi qui est bien. Il y a Plumber qui est bien. Et il y a Webpack à la fin aussi. Bon, BrowserSync, on peut pas le faire, mais BrowserSync qui permet d'avoir un aperçu sur le navigateur synchronisé en temps réel, si on fait du HTML. Donc ça, c'est pratique. Autopréfixeur, il va rajouter les préfixes -moz et tout ça dans le CSS pour que ça soit fonctionnel sur tous les navigateurs. Del, on va regarder ce qu'il fait. Il supprime. Il permet de supprimer un dossier. On va le prendre aussi. Comme ça, il y aura toute la démarche. Et ça, on l'avait pas fait avec le premier groupe. Mais comme ça, ils l'auront aussi en vidéo. Et vous allez comprendre tout le déroulé comme ça. ImageMin, on va pas le mettre. CSS Nano, on n'en a pas besoin. BrowserSync non plus. Là, on n'est pas trop mal. Le fait que j'ai fait -save-dev dans le package.json, j'ai tout ce que je vais utiliser dans mon gulp. Donc je reprends, on va faire un mix en fait entre le gulp file ici et le gulp file d'exemple qui est filé sur cette page que j'ai pris. Merci Jérôme. Euh, c'est la première qui est venue, hein. Ça aurait pu être une autre. Voilà, donc là j'ai stocké dans des variables JS. Le Node.js c'est encore plus compliqué que le PHP ou le JS sur le site. J'ai stocké dans des variables des plugins que je vais après aller activer et je vais leur donner des ordres en JS. Pour faire très simple. Je reste là-dessus. J'ai aussi du coup récupéré autopréfixeur. J'arrive. Donc j'ai récupéré autopréfixeur. Ça dépend, des fois il y en a qui mettent const, des fois il y en a qui mettent var. J'ai récupéré del. Et c'est tout. Pourquoi il y en a deux qui s'affichent en jaune? Je me pose la question avant que vous la posiez, aucune idée. Donc là, le del, là, à quoi il va servir? Il va servir à à créer une fonction clean. Ça, je peux lui donner le nom que je veux, hein. Pas 6 plus, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme nom compréhensible? Clean, c'était très bien. Qu'est-ce que fait la fonction clean? Elle lance du coup en retour la fonction del qui va supprimer tout ce qu'il y a dans storefront child. Pour l'instant, il n'y a rien. Et en fait, à chaque fois que je vais sauvegarder mes fichiers, à chaque fois que je sauvegarde un de mes fichiers quand je bosse sur le dev, je veux supprimer tout ce qu'il y a dans le child pour remettre à la place tout ce qui va être régénéré. Puisque les fichiers dans le dev, ils vont peut-être avoir les uns avec les autres des incidences et des modifications. Ce qui fait qu'on ne peut pas simplement remplacer un seul fichier, on est quand même obligé de tout supprimer et d'écraser. Pareil, si là-dedans, ou si vous modifiez des noms de fichiers dans dev, ils vont être modifiés dans storefront child. Mais les anciens noms,
seront toujours présents. Donc vaut mieux tout supprimer pour tout réexporter. Est-ce qu'on fait image? Ouais, on va le rajouter aussi. Allez, hop. Ça mange pas de pain. Il y a quelques... il y a... Tout ça, faut le reconfigurer à chaque projet normalement. Mais... Ouais, celui-là. Celui-là, en fait, il marchera à chaque fois. Après, vous pouvez changer les fichiers PHP pour avoir votre propre code, quel que soit le projet. Là, c'est un projet WordPress, mais ça peut être un site en HTML. Pas de souci. Et je vous filerai tout cela, ouais. Non, non, faut que vous preniez les vidéos et que vous preniez sur un projet, vous essayez de le déployer. Voilà, donc là, il a fait plein de tests et il m'a installé ImageMin qui permet quoi? Il permet de nous... On va créer une fonction image. Hop, voilà, donc j'ai une fonction image qui va aller chercher comme source. Je zoome et je vous fais le commentaire ligne par ligne. Hop, hop. Donc, la fonction image, elle va renvoyer donc le task runner, là, le manager de tâches, gulp, qui va chercher dans... Donc dans gulp, il y a une fonction src qui récupère ce qu'il y a dans ce que vous lui mettez dans les parenthèses, c'est les sources. Nous, les sources des images, elles vont être dans storefront child dev slash img. Ça, ces trois caractères, c'est pour dire que peut-être il y a des sous-dossiers dedans. Il faut aller récupérer les images. Et il faut aussi aller les récupérer là-dedans. Ouais, je viens de voir, merci beaucoup. Ça, je vais le remettre pareil. Faudrait qu'on regarde la fonction newer, à quoi elle sert. Le pipe, ici, c'est pour enchaîner des choses, les unes à la suite des autres. Donc une fois qu'on a récupéré les sources, on va, ça doit être sûrement pour regarder les nouvelles, s'il n'y a pas des images plus récentes, euh, quelque chose comme ça. Ici, on lance la fonction ImageMin avec des options dedans. Ces options, ça va être de traiter les GIFs, traiter les JPEG, traiter les PNG, traiter les SVG. Dedans, les options là-dedans, elles sont modifiables. Il y a une liste d'options qu'on peut rajouter et on peut lui dire de traiter exactement comme on veut les GIFs, les PNG, les JPEG et les SVG. Et puis à la fin, donc encore pipe parce que on remet encore une fonction à la suite. Une fois qu'il aura fait tout ça, on va lui demander d'amener à destination toutes ces images. Et nous, on va les amener du coup dans storefront child img. Voilà. Et on a défini, alors celle-là on va l'utiliser après, mais on a défini une fonction image. Dès qu'on la lancera, automatiquement, elle fera toutes ces actions les unes à la suite des autres. Je reprends ce fichier. Est-ce qu'on le prend comme ça? Ouais. Je regarde à quoi sert la fonction plumber, qui elle sert à réduire le nombre d'erreurs de la fonction pipe. Alors, on reprend celui de Maxime. On a, nous, une tâche SCSS, on les a écrites... alors non, ça c'est pas pareil. Ça c'est une tâche. Donc, je le récupère et je le mets chez moi.
qu'est-ce qu'on fait donc? Le nom de la tâche, c'est la tâche SCSS. Ça va nous permettre, dans la console, de lancer gulp SCSS. Et ça va faire toutes les actions qu'il y a dedans. On va récupérer le style.css qui est dans... Donc il y a une particularité, ça c'est une particularité WordPress. On a besoin du style.css puisque c'est lui qui active le thème dans WordPress. C'est ces commentaires-là qui activent le thème. Donc lui, il est dans Storefront Child Dev. On a besoin de le récupérer dans... Alors ça, c'est pareil. Copier. Donc on va le récupérer dans notre dossier dev et on l'amène dans notre dossier final. C'est tout ce qu'on fait. Après, on va aller récupérer dans notre dossier dev, dans le dossier assets, le main.scss. On va lancer la fonction sas qui permet de passer de SCSS à CSS. On va le nettoyer avec la fonction clean CSS et on va l'envoyer dans Storefront Child Assets CSS. Puisque ça, c'est censé être là. Par contre, nous, on a besoin dans Storefront Child Dev du SCSS qu'on avait fait avec Maxime. Donc il est là. Je le copie. Je vais vous le montrer. Hop, pardon. Voilà, dans Dev, j'ai récupéré tous les assets images, JS et SCSS du projet de Maxime. Donc, cette fonction SCSS, elle nous permet de passer de ces fichiers-là SCSS aux fichiers CSS. Là-dedans, tout est découpé. Donc, nous, en fait, on a besoin de charger un seul fichier d'ailleurs, le main CSS, puisque ce main CSS, il fait un import d'autres fichiers. Donc, il va charger Bootstrap, qui est dans le dossier Bootstrap, la base WooCommerce, Custom WooCommerce et Style. Et donc le main SCSS, il va charger tout le dossier Bootstrap, la base WooCommerce, le Custom WooCommerce et le Style.scss en une seule fois. Dans Bootstrap, qu'est-ce qui a été modifié pour ce projet? Bootstrap, on l'a pas pris en CSS natif, on l'a pris en SCSS parce que dedans, du coup, on a toutes les variables. Donc dans underscore variable ici, j'ai toutes les variables couleur, espacement, etc. qui définissent Bootstrap en lui-même. Et là-dedans, on est allé changer certains trucs, du coup. Par exemple, on a défini des variables rouge, orange et orange light pour pouvoir après les coller ici. Et en fait, en gros, quand vous allez créer un bouton sur Bootstrap BTN-primary qui fait le bouton de la couleur bleue, puisque c'est la couleur principale d'habitude, cette fois-ci, avec un export de ce SCSS, on a un Bootstrap sur notre site qui fait des boutons principaux, primary, BTN primary, de la couleur pen style red, et donc de la couleur que nous on a précisément définie ici. Il y a plein d'autres trucs comme ça qui permettent de faire plein de choses en Bootstrap. Par exemple, un peu plus bas ici, il y a les spacers. Les spacers, ça doit vous parler, c'est les padding top, margin bottom qu'on avait fait avec MB-3, MB-5, PL-2. Ici, vous avez les tailles. Donc un espacement, il vaut 1 REM.
Le PB-1 par exemple, c'est 1 REM fois 0,25. Margin top MT-2, c'est 1 REM divisé par 2 fois 0,5. Ainsi de suite. Et Maxime, ça, il l'a modifié dernièrement. Normalement, c'est le margin, la taille 4, c'est 1,5 REM, et la taille 5, c'est 3 REM. Et là, nous, on l'a modifié, on le passe à 6 et 10. Donc, quand vous faites un MT5, ça fait un espacement de 10 REM qui est énorme. Mais c'est fait exprès, c'est propre au site. Tout ça, du coup, on le fait une fois, et derrière, quand on va exporter, on a notre CSS qui est livré comme il faut. D'ailleurs, si on fait une erreur dans ces fichiers-là, Gulp refuse de faire le boulot et nous notifie les endroits où il peut y avoir des erreurs. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour le CSS. Si je reviens voir le Gulp file de Maxime, il y a d'autres tâches. On va les prendre, hop, et on va les mettre dans le nôtre. Il y a d'autres petites tâches, notamment, j'arrive, hop, je recopie ça. Notamment une tâche PHP qui va récupérer les fichiers PHP dans dev et qui va les envoyer dans le fichier final. On n'y touche pas trop au PHP avec Gulp. Il y a une tâche, par contre, ici, JS, qui va récupérer le JS dans le dossier JS du dev, là où on bosse, et qui va l'envoyer dans le dossier JS final. Entre-temps, elle fait ça, Minify, elle va supprimer les commentaires et les retours à la ligne, comme ça on allège le fichier. Et puis, la dernière tâche, ici, elle va lancer toutes les tâches en série. Donc le SCSS, le Minify et le PHP. Et c'est la tâche par défaut. Je sauvegarde, normalement tout devrait bien se passer. Le main CSS, je ne l'ai pas changé. Je réfléchis avant de faire une bêtise. Le ink, il va y aller. Okay. Donc, maintenant, j'ouvre ma console. Je note quand même que j'ai pas utilisé ni autopréfixeur, ni del, ni image_min. Mais on pourra les... On n'est pas obligé de les utiliser. Là, on a défini deux fonctions. On a importé des plugins. Après, on les utilise pas dans les tâches Gulp à proprement parler. C'est pas grave. On les utilise pas. Donc, j'ouvre mon terminal dans mon dossier Storefront Child Project et je lance Gulp. Alors, par exemple, là, je peux faire Gulp-V comme pour Node et NPM et j'ai les versions de Gulp. La version CLI, c'est celle qui est installée sur l'ordi. La version locale, c'est celle du projet. Ici, on va faire Gulp défaut du coup. Voilà. Donc j'ai quelques lignes qui expliquent que on a lancé Gulp défaut, on a lancé la tâche SCSS. Elle s'est finie en 7 millisecondes, 8. On a fait Minify, on a fait PHP et on a fini du coup toute la tâche défaut. Ces deux fichiers là, enfin ces deux nombres, c'est la taille du main.css non minifié et minifié. J'avais fait un console log qui est là. Donc le main.css dans ses statistiques, enfin il y a ça c'est sur les docs officiels de Clean CSS, on peut afficher sa taille d'origine et sa taille minifiée. Et là on pourrait même rajouter un petit octet. J'ai sauvegardé, je relance Gulp. Il m'a rajouté octet. Qu'est-ce qui s'est passé surtout? Parce que là, on était allé chercher tous les fichiers dans dev. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant dans Storefront Child, j'ai tous mes fichiers. Et c'est donc sur Storefront Child que je vais faire les uploads vers le site parce que j'ai tous mes fichiers. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans Assets, maintenant j'ai que du CSS.
Et ce CSS, il inclut Bootstrap, les plugins, tout ce qu'on a voulu mettre dedans. Il inclut ce style. Je sais pas d'où il vient. Je sais pas, on verra. Ah, je fais une petite pause, j'ai Vincent qui m'appelle.